Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de notre série d'entrevues. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nathalie Martial-Braz, vice-chancelière de la Sorbonne Abu Dhabi depuis 2021. Radio LLM, l'émission de Massignon. Bonjour, la première question est quelles sont les études supérieures que vous avez effectuées ? Bonjour, tout d'abord. Alors, les études supérieures que j'ai effectuées n'avaient pas pour vocation de m'amener à diriger la Sorbonne. Moi, j'ai fait des études de droit. Donc, j'ai fait d'abord une licence de droit à l'Université de Bordeaux. Et puis ensuite, je suis partie à Paris pour faire un master de droit des obligations. J'ai fait une thèse en droit du financement et de la propriété intellectuelle. Et puis ensuite, j'ai passé la maîtrise de conférence, l'agrégation de droit privé. Et puis ensuite, j'ai été professeure pendant presque 15 ans avant de récupérer la direction de l'université. Vous avez une carrière variée dans le domaine académique. Y a-t-il un moment ou une expérience qui a particulièrement marqué votre parcours ? Alors, ce qui a particulièrement marqué mon parcours, c'est le fait de faire de la recherche en droit. Tout simplement parce que c'est pas quelque chose auquel on pense quand on est étudiant. Et en réalité, c'est fondamental, puisque c'est la fonction qui va permettre de conseiller notamment le législateur pour adapter des textes dans des matières où il n'y a pas de texte déjà existant. Et moi, je travaille particulièrement en droit du numérique. Donc, j'ai participé à tout le mouvement de régulation du droit à la protection des données, du droit de l'IA, du droit des cryptos, donc l'ensemble des plateformes numériques. Donc ça a particulièrement marqué. La Sorbonne Abu Dhabi est un établissement qui fait le lien entre l'excellence académique française et l'environnement international des Émirats. Quels sont selon vous les défis et les opportunités de diriger une institution comme celle-ci ? Alors, c'est une très belle institution, la Sorbonne Abu Dhabi, déjà parce que c'est le seul établissement, le seul campus délocalisé d'une université française à l'étranger qui offre exactement le même diplôme qu'à Paris. Donc, en fait, c'est Paris, mais ici à Abu Dhabi. Donc, ça nous offre une garantie d'excellence incommensurable, puisque la Sorbonne a plus de 700 ans, donc 700 ans d'expertise dans tous les domaines, que ça parte des sciences jusqu'aux humanités, en passant par le droit et l'économie. Et donc, ça, c'est une vraie garantie, une vraie marque d'excellence dans l'enseignement supérieur. La particularité ici, c'est qu'on a un environnement complètement international. On a plus de 90 nationalités parmi nos étudiants, à peu près la même chose parmi les staffs. Et donc, ça ouvre les esprits des étudiants et des enseignants qui doivent s'adapter dans cet environnement international. Et puis, l'international ici aux Émirats, c'est aussi une autre culture avec d'autres défis dans un pays qui se veut finalement un intermédiaire et un hub géographique de talent et d'éducation et qui permet de développer un certain nombre de projets, notamment en recherche, qu'on ne pourrait pas développer à Paris. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière académique ou qui aspirent à occuper des postes de direction dans l'éducation ? Alors déjà, je leur conseille d'être rigoureux parce que l'enseignement universitaire, là où il est un petit peu plus difficile que des écoles, c'est que les étudiants sont laissés tout seuls. Donc, il faut une discipline personnelle qui impose une certaine rigueur qui, de fait, n'est pas évident quand on a 18 ans et qu'on fait son entrée dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est le premier conseil. Le second, c'est d'être patient parce que ce sont des carrières dans lesquelles il y a très peu de postes. Et donc, il y a une sélection qui est très importante. Mais encore une fois, si on est déterminé, qu'on est très volontaire, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, on peut trouver le moyen de faire son petit trou. Sur les fonctions de direction, c'est un peu différent parce que dans l'université, les fonctions de direction sont généralement électives. Donc, on n'est pas formé pour devenir directeur ou président d'une université. On est élu, ce qui suppose d'avoir déjà une volonté d'aller vers ces fonctions de management universitaire ou d'école. Et donc, ça, c'est un peu particulier. Et ça, c'est une différence avec ici, où ici, on n'est pas élu. On est choisi avec un comité international de recherche, donc, qui est formé avec des directeurs d'établissements venant de toutes les universités. Moi, mon comité de recherche, il y avait des Suisses, il y avait des Canadiens, il y avait des Émiriens, des Anglais et puis des Français. Donc, c'est un processus qui est un petit peu différent de sélection, mais qui aboutit finalement à faire valoir des qualités de gestion et de management pour pouvoir diriger une grosse institution comme la Sorbonne. Donc, pour ma part, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure la Sorbonne Abu Dhabi contribue-t-elle à renforcer le soft power de la France aux Émirats arabes unis, en particulier en termes de diplomatie culturelle et d'influence éducative. Alors ça, c'est une excellente question et c'est sans doute l'élément qui a été le plus omis dans l'expérience de la Sorbonne Abu Dhabi depuis sa création. La Sorbonne Abu Dhabi est en réalité une vieille institution. On a plus de 18 ans de présence aux Émirats. Et pendant très longtemps, elle n'a pas été utilisée comme outil de soft power parce que ce n'est pas très courant dans l'esprit français, alors que les anglo-saxons, eux, au contraire,
ont une utilisation de leurs institutions comme outil de soft power. Alors aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit par plein de façons différentes. Déjà, on essaye d'attirer des étudiants étrangers, des étudiants internationaux, pour pouvoir finalement avoir un mixte de talents qui ne soit pas que des étudiants français ou francophones. Ça, c'est le premier élément. Et par la diffusion de la langue, il y a un véritable projet politique derrière. Projet politique qui passe par des valeurs, par une transmission de l'esprit critique, par une transmission des valeurs humanistes que porte l'enseignement à la française. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est aussi un outil de soft power, comme vous l'avez très bien dit, de diplomatie culturelle et scientifique, à la fois par le volet culturel qu'on développe. Donc, on essaye de développer une offre culturelle importante par tous les médias, que ce soit le cinéma, le théâtre, la musique. Et puis, et donc ça, on le développe de plus en plus. Et puis enfin, un outil de développement scientifique en créant des laboratoires scientifiques. La France est un pays dans lequel on a beaucoup de laboratoires de recherche très efficaces et très pertinents. Simplement, en France, la recherche est une recherche publique, souvent, et donc qui a des difficultés à trouver des financements. Ici, on a une mentalité qui est plus américaine, on va dire, et donc on peut aller chercher des financements dans le secteur privé, ce qui permet de développer des recherches beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus importantes que ce qu'on peut parfois développer en France, et donc de porter très haut les couleurs de la France dans des domaines de haute technologie, comme en matière d'IA, de physique quantique ou de biologie moléculaire, par exemple, appliquée aux océans, qui sont des recherches qui sont très exigeantes, très onéreuses, et qu'on peut développer ici. Et ça permet de développer l'excellence française aussi dans ce domaine-là. Et j'aimerais bien savoir si la Sorbonne Abu Dhabi, elle occupe une place unique au sein du réseau mondial de la Sorbonne, ou est-ce qu'elle représente une nouvelle approche de son modèle éducatif qui vise à être reproduit autre part dans le monde ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Sorbonne Abu Dhabi, c'est le seul campus français délocalisé. C'est-à-dire qu'on est véritablement la Sorbonne. On n'est pas un partenaire de la Sorbonne. On n'est pas une université propre qui passe un partenariat pour pouvoir avoir une équivalence de diplôme. Les diplômes qu'on délivre sont les diplômes de Paris. Ils sont édités à Paris. Le bulletin de notes est délibéré à Paris. Donc, en fait, on est vraiment la même institution que celle qu'il y a à Paris, mais délocalisé. Donc ça, c'est un modèle unique. Est-ce qu'il a vocation à se multiplier ? On aimerait beaucoup, parce que c'est effectivement un outil de soft power et que dans le monde globalisé, ça serait intéressant d'avoir plus souvent des établissements d'enseignement supérieur français à l'étranger, mais c'est un modèle qui coûte cher. Et en réalité, ce modèle, ici, il est financé par l'ADEC. Donc, pour pouvoir le reproduire à l'étranger, ça supposerait d'avoir une véritable politique, qui serait une politique, ce coup-ci, nationale, prise en charge par le ministère de la Recherche, Recherche et Éducation supérieure, qui investirait sur des établissements à l'étranger. Ce n'est pas ce qui est actuellement développé. Donc actuellement, on développe plutôt des partenariats avec des universités amies pour pouvoir faire des échanges d'étudiants et donc permettre ce déploiement des études françaises à l'étranger. Parfait, merci beaucoup. Donc du côté scientifique, pourriez-vous présenter les cursus scientifiques dans la Sorbonne et qu'est-ce qui les distingue des autres universités ? Alors, on a depuis 2017 deux formations scientifiques. On a une licence de physique et une licence de maths fondamentales. Ces deux formations sont des formations d'excellence puisque ce sont les mêmes formations qu'à l'université anciennement Paris 6, donc Pierre et Marie Curie, qui est devenue l'université Sorbonne, qui sont deux formations de très haut niveau. Alors les particularités de ces deux formations, on les a adaptées à l'environnement local pour pouvoir les orienter sur les filières stratégiques qui sont développées ici aux Émirats. Donc en matière de physique, on a développé en fait une licence de physique appliquée au quantique, qui sont les enjeux de demain. Donc c'est une licence qui va proposer les éléments fondamentaux de la physique, plus une orientation sur la physique quantique pour pouvoir développer des projets ensuite en master ou en thèse qui soient orientés physique quantique. Et on a une licence de mathématiques, qui est une licence de mathématiques fondamentales, avec une orientation appliquée au data science. Donc tout ce qui va permettre en fait de comprendre les mathématiques pour pouvoir développer des projets algorithmiques et neuronaux pour pouvoir aller vers l'intelligence artificielle ensuite en master. Alors la particularité de ces 2 années de sciences, c'est qu'elles donnent un niveau licence, qui est en réalité un niveau très exigeant, qui permet ensuite de rebasculer sur les écoles d'ingénieurs. La particularité des formations qu'on dispense à Sorbonne, c'est qu'en réalité, elles peuvent permettre à des étudiants qui ambitionnent ensuite d'aller vers des écoles d'ingénieurs de pouvoir tenter les concours à Bac+3 ou à Bac+2 en fonction de leur niveau, comme une maths sup ou une maths spé pourrait le faire en France. Donc ça, c'est vraiment important parce que souvent, ici, on est confronté à des étudiants qui ont des envies scientifiques, ont des envies de s'orienter vers soit des prépas, soit des écoles d'ingénieurs. Et
vont éviter les licences par méconnaissance du niveau qui est dispensé dans ces licences. Alors, ce sont des niveaux qui sont très élevés, donc il y a des exigences de rigueur très importantes à l'entrée. C'est la raison pour laquelle la licence de maths commence par un test, la licence de maths et la licence de physique commencent par un test qui est fait en année commune de fondation scientifique pour pouvoir s'assurer que les étudiants ont le niveau pour pouvoir suivre les études. La particularité qu'on a ici, c'est que ces diplômes sont dispensés, eux, en langue anglaise. Et donc ça, c'est la difficulté peut-être pour les étudiants qui viennent du système français. Parce que les étudiants qui viennent du système français, généralement, ils sont excellents au niveau scientifique. Vous les formez super bien au lycée Massignon. Donc, en fait, les étudiants ont complètement le niveau. Là où ça pêche parfois, c'est sur le niveau d'anglais. Donc, dans ces cas-là, en fait, on adapte. Et pendant l'année de fondation, on donne un petit coup de pouce au niveau d'anglais. Mais ce qui permet, en fait, aux étudiants qui sortent des licences d'avoir le niveau, soit de présenter des masters plus PhD, donc des thèses en sciences, et d'aller vers des professions qui sont extrêmement exigeantes en termes de niveau, ou alors de rebifurquer vers des écoles d'ingénieurs, comme les écoles d'ingénieurs qu'on peut avoir en France, X-Mines et puis toutes les autres. Donc, quel conseil donneriez-vous aux lycéens qui souhaitent intégrer un cursus scientifique à la Sorbonne ? Alors, le même conseil que tout à l'heure, continuer à travailler et à être rigoureux. Ensuite, je pense que le conseil qu'il faut donner aux étudiants qui veulent aller vers les sciences, c'est d'essayer de savoir quel est leur projet professionnel derrière. Parce que ce sont des études qui sont compliquées. Il y a un niveau vraiment très exigeant. Et que faire ce type d'études sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire après, parfois, ça peut être un peu décourageant. Donc, à mon avis, l'objectif est de savoir quel est le projet qui est derrière. Est-ce que c'est des études qui ont vocation à être des études académiques pour poursuivre, par exemple, sur une thèse ou de la recherche, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes de recherche, surtout dans ce pays. Il y a un gros écosystème de recherche qui est en train de se créer avec des très gros instituts type TII ou d'autres instituts comme ça. Donc, il y a beaucoup d'emplois en matière de recherche. Et ça, c'est une vraie particularité par rapport à l'Europe. C'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot dans ces secteurs-là. Ou alors de rebifurquer vers des écoles d'ingénieurs. Et là, dans ces cas-là, il faut se préparer psychologiquement au fait que ces 3 années vont être exigeantes, mais que derrière, en plus, un concours, et que nous, on peut vous préparer au concours, puisqu'encore une fois, vous êtes dans des effectifs qui sont très réduits à la Sorbonne et qui permettent de vous préparer dans des conditions que parfois n'offrent pas les prépas à Paris, quand on est tout seul dans un environnement hyper challengeant et compétitif. Ici, c'est vrai qu'à la Sorbonne, vous êtes plutôt dorloté, donc c'est parfois plus facile. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un projet professionnel derrière. Et donc, ceci ramène du coup à la question prochaine. En tant que personne souhaitant travailler dans le domaine médical, quelles études me conseillez-vous de suivre à la Sorbonne ? Alors ça, c'est peut-être le seul endroit où pour le moment, on n'a pas encore investi ce champ-là. Ça fait partie des projets du prochain plan stratégique. On aimerait beaucoup développer les études de médecine et les études paramédicales ici aux Émirats, mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là. Donc vous pouvez très bien soit retourner vers Sorbonne Paris ou l'Université Paris-Cité, qui sont les 2 universités qui se partagent en fait la PHP à Paris, donc dans lesquelles il y a d'excellentes universités de médecine. Si vous voulez rester aux Émirats, il y a l'université UAE University qui est à Al Ain, qui a une très très bonne école de médecine aussi, avec des moyens considérables pour pouvoir former aux professions médicales. Merci. Maintenant, je vais vous poser des questions sur vos filières humanités à la Sorbonne. Pouvez-vous présenter ces filières ? Pourquoi les rejoindre ? Que proposent-elles ? Et quels sont les débouchés possibles quand on prend ces filières ? Alors, il y a beaucoup de questions dans la même question. Tout d'abord, quelles sont les filières qui existent en humanité ? On a quasiment l'ensemble des humanités qui sont offertes à Sorbonne Paris. Donc, on a socio, philo, lettres, géographie, histoire. Et puis, on va inclure dans les humanités, même si c'est discutable, le droit et l'économie. Donc ça, ce sont l'ensemble des filières qui sont proposées ici à Sorbonne, à Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces filières-là ? On fait beaucoup de choses en réalité, et puis ça dépend des professions. Avec socio et philo, on peut s'orienter sur des postes qui vont être des postes d'analystes, par exemple, et il y en a besoin beaucoup pour pouvoir orienter, par exemple, les politiques publiques. Là, on a des gros projets qui travaillent avec les étudiants sur la question de la gestion du recyclage des ordures, et donc qui orientent en fait les politiques publiques d'un État. Donc, on a besoin de sociologues pour pouvoir décider des orientations publiques, et ici, il y en a beaucoup besoin. Alors ça, c'est pour la sociologie. Pour l'histoire,
Évidemment, il y a besoin d'historiens à chaque fois qu'on a besoin de professeurs, déjà, première possibilité, premier débouché. Mais aussi, il y a besoin d'historiens pour pouvoir expliquer les évolutions d'une société, pouvoir mieux appréhender le futur. Donc, il y a de différents postes qui peuvent supposer d'avoir un cursus en histoire. Puis, avec un cursus en humanité, on peut aussi rejoindre ensuite, après le niveau licence, des écoles de commerce ou d'autres types de formations. La géographie, c'est un parcours qui est extrêmement intéressant ici, parce qu'en réalité, derrière la géographie, c'est la géographie et ce qu'on appelle le urban planning, ou la planification urbaine. Et cette planification urbaine, elle va permettre de réorienter, de créer en fait les nouveaux espaces urbains, ce qui ici est fondamental quand on est dans des espaces qui sont en changement. L'économie et le droit, peut-être qu'on y reviendra dans un instant. Donc là, ce sont d'autres débouchés professionnels, mais très concrètement, sur l'ensemble de ces filières, on peut avoir tout type de débouchés possibles. Avec une licence d'histoire, par exemple, on peut rejoindre Sciences Po en cursus parallèle et puis ensuite bifurquer sur des études de journalisme, juste pour donner des parcours qu'on peut avoir d'anciens étudiants chez nous. Donc, ce sont des filières qui permettent de se former de manière un petit peu générale sur l'ensemble des sciences humaines et pouvoir ensuite réorienter vers d'autres profils. Quelles sont les qualités requises pour rejoindre ces filières et est-ce qu'un élève scientifique peut convenir dans ces domaines ? Alors oui, les qualités... Alors, un élève scientifique peut parfaitement faire des humanités, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, un élève qui fait des humanités peut, à mon sens, faire aussi des sciences, parce que les qualités qui sont requises sont exactement les mêmes. Ce qu'on attend des étudiants en fac, c'est qu'ils soient capables de raisonner. Et donc le raisonnement, la démonstration, elle est la même avec des mots ou avec des chiffres. Ce qu'on demande, c'est simplement d'être capable de poser un postulat, de l'appliquer à une situation, et puis de conclure finalement sur l'adéquation entre le postulat et la situation. Donc on peut décliner ça, soit dans des filières scientifiques, avec des raisonnements mathématiques ou scientifiques, soit avec des raisonnements qui sont des raisonnements humains, avec des postulats qui sont des postulats humains. Donc la seule différence, c'est que les sciences qu'on appelle dures, elles vont avoir un seuil de vérité scientifique qui va être plus indiscutable que les sciences humaines, où le facteur humain fait qu'il y a un aléa qui est beaucoup plus important. Mais la méthode scientifique qui est derrière, elle est strictement la même. C'est pour ça qu'on parle de sciences et de sciences humaines, parce que dans les deux cas, en fait, ce qu'on attend d'un étudiant, c'est qu'il applique un raisonnement scientifique. Et ce qu'on va attendre le plus d'un étudiant qui fait des humanités, c'est d'avoir de l'esprit critique. Autrement dit, d'être capable, non pas d'être critique sur tout, au sens premier du terme, mais d'être capable de développer une analyse dans laquelle il raisonne pour pouvoir opposer un jugement qui lui est propre. Voilà ce qu'on attend d'un étudiant en Sorbonne. En tant que professeur de droit, pouvez-vous nous présenter cette filière, comment la rejoindre et quels sont les critères pour pouvoir rejoindre cette filière ? Alors, évidemment, c'est celle qui a ma préférence, par définition. Pour pouvoir rejoindre le droit à la Sorbonne, il faut simplement déjà avoir envie de faire des études juridiques. Je pense qu'il faut aussi battre en brèche un poncif qu'on entend très souvent par rapport aux études de droit, qui est que les études de droit, c'est pas l'étude du par cœur. C'est-à-dire que souvent, on a des étudiants qui nous disent « moi, j'aimerais bien faire du droit, mais apprendre par cœur le code civil, ça me plaît pas ». C'est pas du tout ça, les études de droit. Les études de droit, c'est le fait de pouvoir s'intéresser en fait à la régulation d'une société. Et ce qui fait que rejoindre le droit à la Sorbonne, ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, on ne vous apprend pas que le droit français, parce que ça n'aurait aucun intérêt ici. C'est d'apprendre comment on raisonne avec un système juridique. Parce que le raisonnement avec un système juridique, il va être le même que l'on soit dans un système anglo-saxon, qu'on soit dans un système germanophone ou dans un système francophone. Le code civil, c'est un outil qui a essaimé à partir du 19e siècle dans la plupart des pays du monde. Il y a plus de 200 pays qui appliquent le code civil français. C'est dire que quand on apprend le système civiliste, en réalité, on a un système qui est complètement international. Donc nous, ce qui nous importe à la Sorbonne, c'est de faire en sorte que les étudiants ils puissent apprendre à raisonner avec un système juridique pour pouvoir ensuite l'appliquer dans une situation donnée. Et ensuite, les débouchés qui sont possibles avec du droit sont extrêmement nombreux. Alors évidemment, on pense aux professions d'avocat, qui sont les professions auxquelles intuitivement on pense quand on fait du droit. Mais il y a beaucoup d'autres professions qui peuvent être ouvertes quand on a fait des études de droit. Encore une fois, ça peut être journaliste, ça peut être consultant dans des entreprises, ça peut être dirigeant, ça peut être juge, ça peut être huissier, ça peut être notaire. Les débouchés sont extrêmement nombreux quand on a fait du droit et pas seulement
des voies qui sont a priori fermées. Et puis ensuite, la profession d'avocat, ça c'est un point sur lequel on est très très fiers à la Sorbonne, c'est qu'à partir de maintenant, il est possible de présenter le diplôme d'avocat directement depuis Abu Dhabi, sans être obligé de retourner nécessairement en France à partir de la 4e année, pour pouvoir préparer le diplôme d'avocat. Ce qui n'empêche pas qu'on peut toujours partir en France, parce que ça fait du bien de voir ailleurs, et pas seulement en France d'ailleurs, puisque à la Sorbonne, on autorise depuis un certain nombre d'années les possibilités d'échange avec les autres universités, puisque Sorbonne Abu Dhabi, mais Sorbonne en général, fait partie du réseau Erasmus+, qui permet de voyager partout dans le monde au sein des universités. Donc, je voudrais juste ajouter un petit mot pour dire qu'on a conscience en fait que les étudiants qui sont en première et terminale aujourd'hui ont à affronter une sélection qui est compliquée, qui est extrêmement stressante, et pour tous les participants, que ça parte des enseignants, des étudiants eux-mêmes, des écoliers actuellement, des lycéens, mais aussi de leurs familles. Et donc, étant acteur finalement de cette sélection au niveau supérieur, on a voulu à la Sorbonne Abu Dhabi organiser une soirée qui tourne autour des critères de sélection de Parcoursup pour pouvoir aider l'ensemble de la filière à essayer de faire un peu le tri entre les bons conseils et les mauvais conseils. Parce qu'il y a de très nombreuses officines qui se développent et ça devient un véritable business pour pouvoir développer des conseils aux étudiants qui sont généralement des conseils qui ne sont pas forcément toujours pertinents et qui orientent en fait les étudiants sur des écoles qui parfois font un très très bon marketing mais qui n'offrent pas le niveau d'excellence ou le niveau de rigueur qu'on pourrait avoir dans d'autres établissements. Donc jeudi soir à 18h30, on aura à cœur de discuter avec les gens qui ont paramétré les logiciels Parcoursup dans nos établissements parisiens. Nous ici, on n'a pas Parcoursup, donc on n'est pas lié avec ça, mais en tout cas, on a pris des intervenants qui sont au cœur de la machine pour pouvoir aussi essayer de démêler le faux du vrai et essayer de mettre un peu d'apaisement dans ce stress généralisé pour les étudiants et leurs parents et leurs enseignants. Pour conclure cette émission, nous tenons à remercier chaleureusement Madame Nathalie Martial-Braz pour avoir pris le temps de partager avec nous sa vision de l'enseignement supérieur, les enjeux de l'éducation et les perspectives offertes par cette institution. C'est toujours un plaisir d'entendre des réflexions aussi inspirantes qui nous incitent à réfléchir sur notre parcours académique et professionnel. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.